Selon les dernières informations d'un reportage sur RTL, 35% des crédits sont refusés aux nouveaux propriétaires. Et si tu regardes cette vidéo, il y a de fortes chances peut-être que tu as été dans cette situation. Pour éviter ça, reste bien dans cette vidéo, car dans les minutes qui suivent, je vais te partager dans les détails ce qu'observent les banques et comment te mettre dans les meilleures conditions pour faire financer ton bien à coup sûr. Mais avant ça, il faut déjà qu'on comprenne quels sont les différents types de crédits que tu peux utiliser. Le premier crédit, c'est le crédit traditionnel, le crédit qui est à remboursement de capital plus intérêt. Donc, de manière générale, tu vas choisir une durée et tu vas rembourser donc le capital. Imagine que tu prends un crédit de 200 000 euros. Donc, ce 200 000 euros, tu vas devoir le rembourser mensuellement. Et j'imagine que si tu es malin, tu investis et du coup, c'est pas toi qui le rembourse, mais ce sont tes locataires. Et en plus de ce 200 000 euros, il y a évidemment un intérêt. Les banques ne sont pas aussi gentilles et elles vont te mettre un intérêt. Aujourd'hui, on est plus ou moins, à l'heure où je te parle, à des taux d'intérêt de 3%. Donc, tu vas rembourser ces taux d'intérêt là aussi, ou plutôt tes locataires à nouveau. Du coup, à la fin des 20 ans, 25 ans, ou peu importe, tu verras que tu n'as pas remboursé uniquement 200 000 euros, mais tu as peut-être remboursé, 265 000 euros. Le deuxième type de crédit, c'est ce qu'on appelle le crédit pont. Le crédit pont, c'est lorsque tu es propriétaire d'un bien, tu souhaites le vendre, sache que tu n'es pas obligé d'attendre de récupérer l'argent pour acheter un autre bien. Ce que tu peux faire, c'est que sur base d'une offre que tu as reçue, que quelqu'un veut acheter ton bien, tu peux déjà aller à la banque et dire « Hey, regardez monsieur le banquier, moi je suis en train de vendre ce bien de 200 000 euros et je veux acheter un autre bien. » Et la banque va faire ce qu'on appelle un crédit pont pour te prêter de l'argent pour que tu puisses déjà avancer sur ton projet. Troisième forme de crédit, c'est ce qu'on appelle le crédit bullet. Le crédit bullet est une forme du crédit où on va diminuer l'intérêt. Donc il y aura une partie de capital et d'intérêt qui va être remboursée et il y aura uniquement une partie qui va être du remboursement de capital. Ça fait quoi? Ça veut dire que la mensualité diminue. Tu peux faire un bullet 50-50. Donc imagine que tu as 200 000 euros de crédit. 100 000 euros, ça va être un crédit donc, où tu rembourses capital et intérêt. Et l'autre 100 000 euros, tu rembourses uniquement les intérêts. Donc ce qui va devoir se faire, c'est qu'au bout de X années, tu vas devoir rembourser le capital. J'explique dans d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube quels sont les mécanismes qui peuvent te permettre de rembourser ce capital sans que ce soit toi qui doives payer à la banque. Donc n'hésite pas à les regarder. Tu peux faire aussi un bullet 30-70, tu peux faire un bullet 0-100. Voilà, il y a plusieurs formes de bullets qui sont possibles et disponibles, ça va dépendre des organismes. Et tu as une dernière forme de crédit, il y en a peut-être encore quelques-uns, mais les plus importants sont ceux-ci. Le crédit qu'on appelle le crédit crescendo. Le crédit crescendo dit quoi? Que tu as une mensualité qui est certaine et puis en fait elle augmente cette mensualité dans le temps. Donc c'est un crédit qui peut être intéressant, surtout quand on se lance. Un peu dans la même vibe que le crédit bullet, selon moi. On peut l'utiliser au début pour diminuer l'endettement et faire plus de cash flow et d'épargne. Mais à un moment donné, il faut revoir ces crédits-là sur un crédit classique. Moi, en tout cas, c'est ma vision et c'est comme ça que je fais les choses pour mon parc immobilier. Alors maintenant qu'on a compris les types de crédits principaux, il faut absolument que je te parle de l'épargne. Si tu te lances dans l'investissement immobilier, il faut que tu aies épargné, ou peut-être que tu regardes cette vidéo, que tu n'as plus d'épargne ou plus beaucoup d'épargne, mais que tu es déjà propriétaire de ta résidence principale. Ce qu'il faut absolument que tu comprennes, c'est que pour avancer dans ton indépendance financière et faire du crédit constamment, tu dois à chaque fois avoir des leviers. Vous devez toujours être dans une psychologie, qu'est-ce que je peux apporter pour soulever du crédit? Sans cesse. Parce que si vous ne pensez pas comme ça, à un moment donné, vous allez être là, ouais, je veux acheter de l'immobilier. Ouais, mais t'apportes quoi à la banque? La banque, elle va pas tout te prêter. Tu dois toujours être sans cesse avec des leviers. Moi, je sais sans cesse quels sont mes leviers. Parce que quand j'ai démarré l'immobilier, j'avais pas 4 millions sur mon compte en banque. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux acheter des biens immobiliers que je vais le plus rapidement possible récupérer ou bien de l'épargne ou bien des garanties disponibles? Il faut tout le temps que j'ai une carte sous ma main. Là, par exemple, je sais que j'ai une prochaine carte. Je sais exactement comment est-ce que je veux financer le prochain projet et quels sont les montants d'acquisition. Et c'est exactement le travail que vous devez faire et c'est exactement ce qu'on fait avec nos membres, c'est qu'on travaille sur leur planification d'investissement avec de l'ingénierie inversée. On part pas de « ouais, j'aimerais acheter ça », on part de « qu'est-ce que je peux acheter ». Exemple concret, Céline, elle travaille, 32 ans, elle a 40 000 euros d'épargne et elle est propriétaire de sa résidence principale depuis 3 ans. Imaginons que Céline a 50 000 euros qu'elle peut prendre en hypothèque de sa résidence principale et qu'elle a donc le 40 000 euros d'épargne. Elle a donc 2 cartes dans son jeu. Dans sa planification d'investissement, on va peut-être commencer avec la garantie immobilière ou peut-être l'épargne. Un des deux, je ne sais pas, ça dépend de beaucoup de facteurs. Imaginons qu'on démarre avec la garantie immobilière, on va partir de « ok, j'ai 50 000 euros comme levier. Qu'est-ce que je peux financer
avec 50 000 € de levier. Je ne veux pas mettre de cash. À part ces 50 000 €, je ne veux rien mettre sur la table. Nous, il faut qu'on finance un projet à 125% avec 50 000 €. Il faut savoir que vous allez devoir apporter 15% de frais d'acquisition, ok, qui vont englober donc les frais d'acquisition plus les frais de notaire, les frais de crédit, donc tous les frais annexes à l'achat. Et vous devez apporter 10 à 20% du projet, ils vous prêtent le reste. Donc dans le pessimiste des situations, 15% plus les 20% qu'on a apporté au crédit, ça fait 35%. Donc 50 000 € est égal à ce 35%. Et nous, on doit financer à 125%. Donc il nous reste quoi à financer? Il nous reste 90% du projet à financer. Donc le 90% égale combien? Et ce combien plus le 35%, vous arrivez à déterminer un montant d'acquisition, travaux compris, frais d'acquisition compris, ce qui vous permet de vous dire à coup sûr, là, je dois aller sur un projet à 225 000 €, pas plus. Achat plus travaux. Donc ça peut être 120 000 d'achat plus 105 000 € de travaux ou inversement, peu importe. Mais vous avez compris, ça, c'est le jeu. Si vous faites ça, après avoir compris quels sont les différents types de crédits, si vous arrivez à partir de votre situation à toujours avoir des cartes et des garanties dans votre jeu et que vous arrivez à faire de l'ingénierie inversée de vos garanties vers des montants d'acquisition, là, vous êtes littéralement un step bien plus loin que la majorité des investisseurs. D'ailleurs, avant de te dévoiler ce que regardent précisément les banques pour t'accorder ton prochain crédit, sache que j'ai créé une fiche récapitulative de 26 pages dans laquelle tu découvriras comment est-ce que j'ai pu atteindre mes premiers 10 000 € de loyer. Mais ce n'est pas tout. Tu bénéficieras également d'une vidéo de 7 minutes dans laquelle je te partage les étapes clés qui vont te permettre, en tant que futur rentier, d'avancer vers ton indépendance financière le plus rapidement possible. Tu peux aller cliquer sur la description, c'est complètement gratuit, profites-en. Alors c'est parti, que regardent les banques? Les banques, elles regardent plusieurs choses. La première chose, c'est votre capacité à vous endetter, ce qu'ils appellent l'endettement. L'endettement, c'est aussi simple que ce calcul-ci. Ce sont vos charges, donc toutes les charges que vous avez qui vont être comptabilisées dans votre situation crédit, c'est principalement les charges crédit, donc crédit hypothécaire, prêt à tempérament, crédit voiture, etc. VS, donc ils vont diviser vos charges, VS vos revenus. Donc imaginons qu'on a 1000 € de charges et qu'on a 2000 € de revenus. On fait 1000 divisé par 2000. Ça va vous donner un pourcentage. Ce pourcentage pour les banques ne doit pas être plus élevé que 40%. Tant qu'il est à 40% ou en dessous, votre taux d'endettement reste convenable et vous allez pouvoir vous endetter. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir vous endetter sur un nouveau projet. Il suffit juste que le nouveau projet vienne au minimum se contrebalancer, ce qui va garder votre endettement complètement identique finalement. La deuxième chose que va observer la banque, c'est avec le projet que vous lui apportez, c'est la quotité. À nouveau, c'est un peu le même calcul, sauf qu'ils vont venir considérer en plus le nouveau projet. D'accord, donc quels sont les besoins en crédit VS quelle est la valorisation du bien? Et donc, imaginons que vous avez un besoin en crédit de 200 000 €. Donc là, vous comprenez que la quotité, c'est beaucoup une chose à faire avec les garanties qu'on a parlé précédemment. Parce que plus vous apportez à la banque, plus votre besoin en crédit est faible. Si votre besoin en crédit est faible, bah, c'est cool. VS, le prix de la valeur du bien. Donc, il faut toujours faire une expertise. Et si vous êtes bon à l'acquisition, qu'est-ce qui se passe? C'est que votre bien immobilier va avoir une valeur plus haute. Parce que si vous avez acheté avec des bonnes méthodologies d'achat, que vous avez trouvé un bien qui est sous-évalué, ce qui se passe, c'est que vous demandez peut-être un crédit à 180 000 € parce que vous apportez des leviers, des garanties, etc. Et en plus de ça, vous êtes très bon à l'achat et vous avez un bien finalement qui a été expertisé 230. Mais qu'est-ce qui se passe quand on vient faire la charge divisé par la valeur du bien? Mais ce qui se passe, c'est que votre quotité est très très bonne. Et là, en général, il faut viser une quotité de 80%. Pour de l'investissement, 90% pour de la résidence principale. C'est la deuxième métrique qu'observe la banque. La troisième métrique qu'observe la banque, c'est ce qu'on appelle le reste à vivre. Si je prête à Justine tel montant, est-ce qu'elle aura suffisamment pour vivre? Est-ce qu'elle a minimum en tant que personne seule 1000 € pour pouvoir payer ses charges, son électricité, son eau, aller se nourrir, etc. En tant que personne seule, minimum 1000 € de reste à vivre. En couple, 1200, 1300, 1400, ça dépend des banques. Enfant à charge, ça rajoute un 200 € supplémentaire. Ça, ce sont les 3 métriques les plus importantes. Vous devez absolument les maîtriser. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, il y a d'autres vidéos dans lesquelles je partage ces concepts de manière plus précise. Alors, je suis obligé évidemment de vous parler de l'abattement. À Bruxelles, vous allez devoir payer 12,5% de frais d'acquisition, mais si vous vous domiciliez pendant 5 ans et que c'est votre première acquisition, vous allez pouvoir bénéficier d'un abattement qui est une économie d'impôt de plus ou moins 25 000 €. En Wallonie, vous avez également des frais d'acquisition de 12,5%, mais si c'est votre première acquisition et que vous restez domicilié là 3 ans, vous allez pouvoir passer de 12,5 à 3%
de frais d'acquisition. Good. Il y a certaines conditions, mais je vous invite à aller voir sur le site du notaire.be. Vous avez toutes les conditions par rapport aux régions qui vous intéressent. Une chose qui est extrêmement importante sur laquelle j'aimerais vous partager, ce sont les frais cachés liés à votre crédit hypothécaire. Il faut savoir qu'il y en a quelques-uns et c'est extrêmement important d'y faire attention. Le premier frais caché, c'est les frais liés à l'ouverture d'un dossier bancaire. En général, on est entre 200 à 700 € dépendant des banques. Donc n'hésitez pas à le demander. Hey, quels sont les frais liés à l'ouverture du dossier? Oh, mais là-bas, il me proposait 200 € et vous me proposez 400. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? N'hésitez pas à le négocier. Tout est négociable. Vous allez avoir également des frais d'expertise immobilière. Vous êtes en train d'acheter un bien immobilier. Vous devez faire expertiser ce bien parce que les banques doivent baser leur quotité et d'autres choses sur la valorisation de cette nouvelle acquisition. Donc, ça va être des frais pour une maison type entre 100 et 140 mètres carrés. Vous allez devoir payer entre 250 et 350 € juste pour vous donner une indication. Vous allez avoir un troisième frais caché, l'assurance solde restendu. L'assurance solde restendu, c'est votre assurance décès sur le bâtiment. Quid si vous décédez, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, c'est votre assurance qui permettra à vos successeurs de récupérer le bien. Et ça, c'est également quelque chose que vous pouvez négocier. Très souvent, quand ils vous améliorent un petit peu le taux, c'est quelque chose qui est un peu moins connu, donc ils vous augmentent un peu l'assurance. C'est extrêmement important sur votre offre de crédit d'observer quel est le prix et vous n'êtes pas obligé de le prendre dans l'organisme là où vous faites le crédit. Parfois, ils vous apportent un meilleur taux, mais imaginez qu'ils vous donnent un 3% et que vous avez un solde restendu sur l'entièreté du crédit de 15 000 € à payer, VS une autre banque où vous proposez du 3,2% ou un solde restendu de 5 000 €, ben, peut-être qu'il faudrait faire les calculs et que ce serait finalement plus intéressant d'aller à la banque où le taux d'intérêt est légèrement plus important, mais par contre le solde restendu est beaucoup plus diminué. Ça m'étonnerait quand même qu'il y ait des grosses différences de ce sens parce que le solde restendu est basé sur vos caractéristiques personnelles, donc âge, fumeur, je bois de l'alcool, etc. J'ai eu des opérations, j'ai des maladies, etc. Mais il y a certaines banques évidemment qui peuvent quand même proposer des choses qui sont plus chères ou moins cher, donc faites quand même votre étude de marché là-dessus, c'est important. Vous allez également avoir les frais du notaire, dépendant de la taille du projet. En général, on parle de quelques milliers d'euros, d'accord? Et il faut toujours faire cette distinction entre frais de notaire, ce qu'on paye vraiment pour le notaire, pour l'écriture, les recherches, etc. Ça, c'est quelques milliers d'euros. Et les frais d'acquisition qui est payer finalement une taxe au fisc belge pour pouvoir acquérir ce bien immobilier. Ensuite, il va y avoir une assurance incendie, une assurance qui donc va couvrir tous les dégâts. On appelle ça l'assurance incendie ou l'assurance habitation. C'est celle qui va venir couvrir tout l'ensemble de votre bien immobilier en termes de dégâts et de choses qui pourraient se produire, de vols, de tempêtes, de débris. Alors, voilà, je ne suis pas assureur, mais n'hésitez pas à en parler à votre assureur, mais c'est quelque chose qui est obligatoire. Dans certaines communes, principalement en Wallonne, vous avez des taxes pour les immondices, donc taxes pour les poubelles, etc. Je ne sais pas très bien quels sont les montants, c'est pas très cher, mais il y a quand même ce genre de petits frais cachés qui existent. Puis il va falloir considérer des charges également comme du nettoyage de ménage. Donc ça c'est un petit peu plus loin, c'est pas pour le crédit, mais sur votre bien immobilier, vous allez devoir quand même considérer ces petites charges, éventuellement des charges communes. Vous savez très bien, je vous déconseille d'avoir des grands immeubles où il y a du syndic, de l'ascenseur, ce qui va faire augmenter vos charges. Vous devez avoir des petits immeubles. Dans des petits immeubles, il y a quand même un petit peu d'électricité des communs, un petit peu de nettoyage d'une femme de ménage, toutes les 2 semaines en général, dépend de la taille du bien. Et voilà les amis, on a fait le tour de tout ce que vous devez faire attention pour bien faire financer votre projet immobilier en Belgique en 2025. J'espère que cette vidéo a pu vous éclairer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'était clair, si c'était précis, si vous auriez besoin qu'on vous parle d'autres choses sur la chaîne. Je serais très intéressé de venir ici dans mon studio et de vous partager d'autres pépites comme celle-ci. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle a pu vous aider et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.